programme du matin, c'est notamment une belle église romane, un palais du XIIe siècle et le parc public. Je me suis arrêtée là pour commencer la visite. Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a des vieilles pierres. Alors ça, Poitiers, on est très fort en vieilles pierres. Absolument. Un ancien couvent des Cordeliers, qui est maintenant le centre commercial. Dans cette boutique, sur ce côté-là, on voit encore des chamelles du XIIIe. Mais je précise qu'on ne parlera pas de Charles Martel, parce qu'en fait, la bataille de Poitiers n'a pas eu lieu à Poitiers, mais quelque part entre Poitiers et Tours vers Châtellerault. Donc on n'a pas d'éléments qui nous la rappellent, on n'a pas de statue de Charles Martel, d'Abdelrahman, d'Aquitaine. On a beaucoup de monde sur la façade qui sont là pour nous raconter une histoire. La ligne la plus basse, celle qui est au niveau du haut des portes, raconte une histoire de A à Z en commençant par le commencement. Adam et Ève, le péché originel. 5 personnages qui nous annoncent la venue du Christ sur terre. Et ensuite un ange. On la lit cette façade de droite à gauche, mais pour vous c'est de gauche à droite, hein, comme vous êtes à l'envers. Un ange qui parle à une jeune femme, vous les reconnaissez sans doute. Marie et Gabriel. Est-ce que vous arrivez à voir de quelle couleur était la robe de Marie? Bleu. Derrière elle, un peu de rouge. Voilà. Si vous venez ici en saison touristique la nuit, vous serez reparti trop tôt aujourd'hui, mais revenez nous voir si vous voulez un jour l'été, on projette la nuit les couleurs de la façade. Mais il faut l'imaginer polychromique, entièrement peinte. Au Moyen-Âge, elle était entièrement peinte. Voilà. Ça devait être très chouette. On n'a pas le même budget qu'à Chartres ou autre, hein, mais on projette aussi, on fait une petite animation pour montrer comment c'était au Moyen-Âge. Donc on annonce à la Mère de Dieu qu'elle va porter le Fils de Dieu, elle l'accepte, et de l'autre côté de la porte principale, elle va annoncer sa grossesse à sa parente, Élisabeth. C'est la visitation et les 2 femmes s'embrassent. C'est une bonne nouvelle. Et Élisabeth met sa main sur le ventre de la Vierge, comme pour dire « Oh, t'es enceinte, félicitations ». On pourrait y voir un geste tendre, mais c'est plutôt une convention iconographique, c'est pour dire le Fils de Dieu, il est là-dedans. On retrouve le même geste après, la Vierge est dans son lit. Le lit est un petit peu en diagonale, comme ça. Elle vient d'accoucher et elle nous montre le fruit de ses entrailles, bébé Jésus, comme dans les chants de Noël, entre le bœuf et la negrie, emmailloté dans sa mangeoire. Juste après la scène du bain de l'enfant, sur laquelle on reviendra, et puis un homme qui est tout pensif, qui a un côté presque Rodin. On dirait un peu le penseur de Rodin au bout. Qui ça peut être à votre avis? C'est Joseph, bien sûr. C'est Joseph qui se dit, tiens, il arrive quelque chose d'étonnant à ma famille. Mais un ange du Seigneur va lui expliquer que c'est le dessein de Dieu, il va le prendre très bien, mais il a un petit moment de doute, c'est ça qui est symbolisé avec ce côté, voilà, presque Rodin. Si on revient à la scène du bain de l'enfant, c'est une scène, on va dire, d'hygiène, une scène un peu triviale, il faut laver un nouveau-né pour qu'il survive. Mais c'est aussi une scène symbolique, si vous connaissez la liturgie, notamment catholique ou orthodoxe, ce type de récipient, la baignoire de l'enfant, vous rappellera un objet de culte. Alors pas un baptistère, un calice qui symbolise, à la messe il est rempli de vin bien sûr, mais ça symbolise le sang versé par le Christ. Je voulais vous montrer le vitrail qui est là, parce qu'il raconte une légende importante pour l'abbaye religieuse de Poitiers, le miracle des clés. Les méchants anglais volent à l'abbaye de Poitiers et ils tuent tous. Histoire très typique, très classique. Voilà. Donc ils sont en bas de la ville, et Poitiers est bien défendu, ils n'arrivent pas à entrer, donc ils vont corrompre un soldat, lui donner de l'argent, le soldat va aller voler les clés dans la chambre du maire de Poitiers pour les donner aux Anglais. Il s'exécute, il entre dans la chambre du maire qui dort, mais au moment où il va les saisir, par miracle, les clés disparaissent. Ouf! Et ensuite, deuxième miracle, je parle de une apparition en des murailles de la ville, la Vierge au centre, et 2 saints locaux qu'on aura l'occasion de croiser plus tard dans la visite. L'évêque à la droite de la Vierge, Saint-Hilaire de Poitiers, un des patrons de la ville, de Poitiers, qui est particulièrement vénéré ici. Et à gauche, vous la connaissez peut-être, c'est une princesse mérovingienne du 6e siècle qui a créé une église à Poitiers, un
garder en sécurité avec elle pour pas que les Anglais ne puissent mettre la main dessus. Donc cette vierge s'appelle Notre-Dame des Clés, et pour les catholiques poitevins, c'est la patronne de la ville. En France, on a une centaine de petites répliques de ces statues de la liberté dans différents recoins du pays. Alors on fait un petit arrêt ici parce que je vais quand même vous montrer un petit peu le patrimoine renaissance de la ville. On est surtout connu à Poitiers pour le patrimoine médiéval, mais on a quelques beaux hôtels particuliers Renaissance, dont celui-là qui a été créé par Monsieur Fumé, donc on l'appelle l'hôtel Fumé. C'est un ancien maire de la ville. Vous remarquerez sur le blason derrière moi qu'on a la date de 1431. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? C'est la date de la fondation de l'université. La fondation de l'université. Mais c'est aussi une autre date, c'est la date de la mort de Jeanne d'Arc. C'est la plus vieille licorne sculptée qu'on connaisse en France, elle est du règne de François Ier, donc du début du XVIe siècle. Et il y a une petite tradition locale, vous avez dû voir, on est passé devant les amphithéâtres, que c'est maintenant un bout de la faculté de Poitiers, cette petite cour, sur les locaux administratifs. Et bien, paraît-il, si avant son examen, on va faire un petit coucou à la licorne, elle nous donne un petit coup de main. Voilà. Un genre de crocodile, hein, si on imagine qu'on a des yeux ici et là, un genre de crocodile qui mange les gens. Et du 19e siècle, ces marches, ces colonnes, ce fronton triangulaire ont été rajoutées au 19e siècle sur un palais médiéval. Quand on a changé la fonction du palais, c'est devenu un palais de justice. On voit encore les balances en haut des colonnes, puisque à la Révolution, on a voulu effacer ce que symbolisait ce palais, qui était l'aristocratie. C'était la résidence des comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine, et on a voulu mettre tout ça dehors, faire table rase, et c'est devenu un palais de justice. Donc on a rajouté le fronton. On va avoir l'impression qu'on a un palais de justice très banal, vraiment très Premier Empire, très néoclassique, mais à l'intérieur, on sera au XIVe et au XIIe siècle.
Je vous avais prévenu, hein, c'est pas très bien préservé. Mais on avait ici, on devine quelques arcades, un grand amphithéâtre romain. Et cet amphithéâtre avait quand même 30 000 places. Donc on était une des grandes villes de Gaule à l'époque romaine, à l'époque de la conquête romaine. Et la ville s'appelait Limonum, ce qui veut dire la ville des ormes. L'arbre, hein, l'ormerie, il devait y avoir des ormes. Et dans son nom populaire, c'était la Civitas Pictavis, la ville des Pictons, qui étaient les gens qui habitaient là hein, avant les Romains. Donc littéralement, Poitiers veut dire la ville des Pictons, d'où le nom de Pictavien pour les habitants de Poitiers, le Poitevin étant l'habitant du Poitou. Parc de Blossac, qui a été fait par l'intendant du Poitou Blossac. Donc on était à l'époque de Louis XV, au XVIIIe siècle. Un peu trop large hein, pour les besoins actuels qui sont courir ou se promener. Mais à l'époque, on était surtout à cheval, avec sa belle calèche, etc. Un peu pour impressionner tout le monde que les bons bourgeois, les nobles de Poitiers venaient et puis montrer leurs beaux attelages, leurs beaux chevaux, se montrer eux-mêmes et montrer leur équipement. Donc c'était fait plutôt pour se promener à calèche, ce qu'aujourd'hui, finalement, on fait beaucoup moins. Il reste agréable pour se promener, pour venir déjeuner, etc. Donc surtout les jours de beau temps. Et il est assez grand, il fait plus d'1 kilomètre de long. En gros, la fontaine que vous voyez est à mi-chemin. C'est une rue très commerçante depuis longtemps, c'est au Moyen-Âge. Ah ben, acier. Ils faisaient des pièces d'armure, des épées, etc. Ça fait très longtemps que c'est une activité commerciale.
Jusqu'à l'époque de Charlemagne, il fallait être mis en entier dans l'eau pour être baptisé, donc il fallait un endroit spécial pour le faire. Notre piscine avait des marches, mais ces marches ont été recreusées après la Révolution par l'artisan qui a acheté les lieux. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir faire d'une grande cuve comme ça? Oui, les cloches, bravo! À la Révolution, c'est un fondeur de cloches qui l'a acheté, qui a recreusé pour en faire un moule à cloches. Radegonde, vous l'avez représenté ici, Santa Radagondus, avec ses deux copines, la Vierge et Saint-Hilaire. Les trois qui étaient ensemble pour sauver la ville des Anglais, c'est le trio de protecteurs de la ville. Radegonde a les attributs d'une reine, le sceptre, la couronne, parce qu'elle était reine des Francs, c'était la belle-fille de Clovis, la femme de Clotaire Ier, un des premiers rois des Francs, et aussi d'une religieuse avec cet évangile qu'elle tient à la main, puisque c'est quelqu'un qui a laissé sa fonction de reine pour devenir religieuse. Ceux qui n'ont pas peur des marches, vous pouvez aller voir Radegonde, jusqu'à son sarcophage. La tradition pour avoir son bac, c'est de tourner 3 fois autour et 3 fois en dessous.
recevoir ce matin, cet après-midi avec moi, Parthenay, eh bien, vous êtes en plein cœur, ça peut surprendre certains, du massif armoricain. Non. On est bien sur le granit. On trouve les Bretons partout. Il suffit de regarder les blocs de pierre, il suffit de voir les constructions plutôt basses qui sont derrière vous. Cette église juste derrière moi, vous avez cette pierre grisâtre. Nous sommes encore et toujours sur le granit. Raison pour laquelle, eh bien, on est sur un territoire qui est considéré comme gâté, peu riche, peu de terre sous nos pas. Raison pour laquelle, eh bien, Parthenay reste désormais la capitale de cette région qui porte le doux nom de Gâtine, la terre gâtée. Moi, une église, oui mais pas que. C'est le vestige de ce qui reste d'un ancien monastère. Ici, fin 13e, un des seigneurs de Parthenay cherche à sans doute se faire pardonner d'une vie un peu dissolue. Et comme tout un chacun en préparant pas la retraite, mais plus, au-delà, eh bien, il fait don d'une partie des terres qu'il possède à l'intérieur de la ville pour que puisse s'y installer un couvent. Et donc arrive ici même, à Parthenay, les franciscains, qui prennent le doux nom en France de cordeliers, une référence à la petite cordelette qui maintenait leur robe de bure. Et donc ces cordeliers s'installent ici, à l'abri des fortifications. Au contraire de ce que pouvaient faire précédemment les bénédictins, les cisterciens, eux souhaitent s'installer au cœur de leur troupeau pour réévangéliser éventuellement les brebis égarées. Un cœur du cœur de l'église Saint-Jean. Pourquoi elle a été détruite? 18e, 19e, la ville de Parthenay, on est bien après le Moyen-Âge, a besoin de se libérer de son carcan médiéval. Et donc du coup, il faut aménager des voies qui fassent le tour de la ville. Donc c'est plein de venelles. Il a été réaménagé il y a un petit peu plus de 10 ans, 15 ans pour être précis, sur un lot qui avait été entièrement abandonné, laissé en jachère. Par contre, la certitude que l'on a, c'est que nous sommes ici même, au cœur du Moyen-Âge, en plein milieu du quartier juif. Dans le quartier Saint-Jean, qui portait, vous vous en doutez maintenant, le nom de l'église qu'on a quitté il y a quelques secondes, et qui a donné son nom au quartier par infusion, là encore. Vous voyez un grand massif granitique austère qui est surmonté d'un clocheton. La porte de la citadelle. Les soldats qui protégeaient la porte casernaient, vivaient dans la tour qui se trouvait juste à proximité. Les deux édifices communiquaient par un chemin de ronde. Pourquoi cette citadelle était protégée par une porte massive, très très imposante, énorme? Parce que le quartier de la citadelle avait cette particularité de laisser entrer et surtout sortir les Parthenaysiens, mais ils n'avaient pas la possibilité d'y vivre. Le quartier de la citadelle était à l'usage exclusif du baron et de l'église. Comment ça s'exprime? Eh bien, c'est dans ce quartier de la citadelle que les seigneurs de Parthenay y ont installé là à l'Augrain. Pourquoi donc? Commerce indispensable, donc c'est un levier fiscal. Là où le seigneur de Parthenay va pouvoir en profiter pour récupérer quelques écus sonnants et trébuchants. C'est également dans ce quartier que le baron y installe son tribunal, avec un bailli qui avait pour charge de rendre la basse justice en son nom. C'était dans ce quartier qu'on retrouvait également les prisons, en attente d'un jugement. Et pour parler de l'église, c'est dans ce quartier-ci que l'on allait retrouver parmi les deux églises qui, d'un point de vue symbolique, étaient les plus importantes pour la ville de Parthenay. Je parle en premier lieu de celle dont on voit le clocher
qui transperce la végétation, c'est le clocher de l'église Sainte-Croix. Alors, messieurs, dames, juste une petite pause très légère avant de continuer notre voyage. Nous sommes à proximité directe de cette bâtisse que vous voyez juste sur ma gauche, le Logiférone. Malheureusement, nous ne pouvons pas y entrer puisque le lieu est fermé, mais c'était ce lieu précis, cet immense bâtiment qui faisait office de lieu d'accueil pour la confrérie des maîtres tisserands du quartier Saint-Jacques dans lequel on va s'avancer d'ici quelques pas. Donc si le seigneur de Parthenay a quelques encablures, à lui le pouvoir politique, militaire, le pouvoir économique, il se trouve ici. Et puis enfin, lorsque vous allez m'accompagner, on va avoir l'audace de s'aventurer dans ce qui fait encore aujourd'hui le charme de la ville de Parthenay, ces petites ruelles. La ville après le Moyen-Âge, elle s'est rapidement appauvrie. La révolution industrielle, les manufactures, les filatures dans le nord de la France ont fait péricliter les commerces de drapiers ici installés depuis plusieurs siècles, ils ont périclité les uns après les autres. Donc le paysage de la ville s'est appauvri et des nouveaux habitants sont arrivés modestes, plus pauvres. Donc la ville est restée telle qu'elle. Et donc on va s'avancer dans les petites venelles qui ont été conservées puisque le quartier ne s'est pas transformé pour avoir de nouvelles habitations qui répondent plus au goût du moment. Au mois de septembre, vous avez les journées du patrimoine, donc là vous avez ce qu'on appelle les jacards, les maisons sont ouvertes pour qu'elles puissent se transformer en galeries d'art, vous avez les journées des métiers d'art au mois d'avril, donc par instant comme ça, d'un seul coup vous avez le quartier qui retrouve un peu de sa vie passée. Ça l'a été. Cette porte, c'est la dernière des 4 portes fortifiées qui protégeaient l'entrée de la ville de Parthenay. Vous avez entreaperçu tout à l'heure la porte de la citadelle, on l'apercevra cet après-midi, mais celle-ci, elle est à l'intérieur de la ville. La porte Saint-Jacques, c'est la dernière porte d'entrée de la ville qui subsiste. Les 3 autres, rasées. Pourquoi? Plus moche. Et puis, il fallait que la ville
respirent, s'agrandissent. Les remparts étaient trop contraignants pour que la ville puisse se développer. On est dans l'ostentatoire, dans le ding-ding, c'est l'expression. Ça veut tout simplement dire que le seigneur de Parthenay, il se dit, puisque je suis riche, je veux que ça se sache. Donc je prends tout ce qui coûte le plus cher. Je fais construire des tours en amande, plus cher que des tours carrés ou circulaires. Mais si ça a vocation à montrer l'opulence, la richesse du seigneur local, ça a quand même vocation à protéger quand même la ville. Comme je dis toujours, Parthenay, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et quand ça descend pas, ça monte. On fait une dernière halte devant le château, ou en tout cas, qu'il en reste. Alors, on va rester dans l'ancien quartier médiéval, puisque l'on va refranchir l'ancienne enceinte médiévale pour de nouveau crapahuter à travers un autre quartier de la ville, le quartier Saint-Laurent cette fois-ci, que je vous propose de découvrir avec moi. Alors après, est-ce qu'on va rester dans un bel écrin au même titre que ce que je vous ai montré ce matin? Pas du tout, parce que vous allez découvrir avec moi une ville de Parthenay qui s'est largement transformée à l'issue du Moyen-Âge jusqu'au 19e, 20e et 21e siècle. Voilà. Au milieu du quartier Saint-Laurent, qui tire son nom de l'église qui a structuré le quartier où on se trouve. Vous avez quand même remarqué une chose, c'est que en termes d'habitat, on est sur quelque chose de beaucoup plus hétérogène et hétéroclite que ce que vous avez pu découvrir avec moi ce matin dans le quartier Saint-Jacques. Le quartier Saint-Jacques s'est paupérisé au 18e, 19e siècle. Si vous avez encore ça et là quelques maisons à pans de bois qui sont encore visibles, on a plus tendance à retrouver des maisons dans un goût 19e avec des corniches génoises, des maisons avec un style plus art déco, art nouveau. C'est la raison pour laquelle pendant très longtemps, jusque dans les années 60, il y avait cette distinction sociale qui s'opérait encore entre les habitants du quartier Saint-Laurent, la ville haute, et le quartier Saint-Jacques, les prolos. Là, on voit deux personnages. Oui. On voit ensuite les deux chapiteaux sculptés de part et d'autre de la porte centrale. Ça, ce sont les quelques vestiges qui sont récupérés de la porte tour-clocher originelle, démantelée et récupérée pour être installée sur cette nouvelle tour-clocher, surmontée d'une immense flèche qui s'observe 15-20 km à la ronde. Regardez qui est le plus riche. C'est moi. La porte d'entrée se trouve-t-elle juste devant. Là, vous avez la bouquet de là, sur laquelle est installé un bouquet de fleurs. Donc toute la partie au-delà est donc un rajout du 19e siècle.
Place des Bancs, si le quartier Saint-Jacques au Moyen-Âge est le quartier des tisserands et de quelques teinturiers, le quartier Saint-Laurent, c'est le quartier des bouchers. Les Halles Baltard. Mais c'est tout. Non, je plaisante. On fait l'objet d'une grosse campagne de restauration qui est en cours, mais qui est quand même en large partie terminée, avec le pavage qui vient juste d'être reposé. Et donc vous avez ces Halles Baltard qui ont été inaugurées quasiment en même temps le quartier de la Gare, que le kiosque à musique. Vous avez vraiment, pour vraiment insister sur le fait que Parthenay, entre 1870 et 1920, reste une place économique, bourgeoise, commerçante de premier plan. On est déjà, au niveau de Parthenay, d'un point de vue géographique, à la confluence des voies. On est à la confluence de plusieurs quartiers. Derrière moi, la porte de la Citadelle qui nous annonce le quartier de la Citadelle. Nous restons quand même dans le quartier Saint-Laurent et si l'on suit cette route pavée, ça nous conduit de nouveau vers le quartier Saint-Jacques. Et c'est à cette confluence de quartiers-là, de plusieurs grands axes qui traversent la ville, eh bien qu'a été construit le bâtiment sous lequel vous vous abritez. Ça n'a pas échappé certains. Grand bâtiment d'architecture néoclassique, construit dans la première moitié du 19e siècle, qui est dominé par le blason des anciens seigneurs de Parthenay. Ce bâtiment, qui aujourd'hui fait office de bibliothèque, c'est la mairie. Dernière étape de notre voyage, cet après-midi, devant l'église Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux. Pourquoi le terme de Parthenay-le-Vieux? Tout simplement parce que ça fait référence à un vieux quartier de Parthenay. Ça ne veut pas forcément dire que le bourg originel de Parthenay se soit développé ici. Pas du tout. C'est structuré à proximité directe de l'église qui a été fondée à la fin du XIe siècle en règlement, on va dire en signe de concorde, entre deux frères. Puisque on a toujours l'image qu'un baron, un roi, un duc, un marquis passe sans cesse son titre à son fils aîné, le premier héritier, pas toujours, c'est pas systématiquement la règle, et il était de vigueur dans certaines baronnies à ce que les titres comme les terres puissent se partager entre 2 ou 3 frères. Par rivalité pour récupérer les 2 titres pour un seul d'entre eux, il se livre une guerre fratricide. À terme, visiblement comme l'un et l'autre sont incapables de l'emporter, ils décident de faire la paix. Et comme témoignage de cette concorde retrouvée à l'échelle de la baronnie de Parthenay, ils font donc une partie des terres dont ils sont propriétaires pour que puisse se construire cette église. Mais pas que, cela accueillait également une congrégation de moines qui sont venus ici même depuis le monastère de la Chaise-Dieu en Auvergne. Mais nous restons quand même sur le terre du duc d'Aquitaine. Alors, que se passe-t-il? L'église est construite. Quelques années après, Gelduin convie son frangin à un petit gueuleton et à une intervention. Mais ça va, ça vaut pour les églises qui étaient développées par tout un chacun qui avait besoin un petit peu de ce que le bâti soit sublimé dans un bâti qui était à l'usage quasiment exclusif de moines, déjà convertis,